Bonjour, Madame Dubois-Calero. Bienvenue à cette petite entrevue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Monsieur Binet, de m'avoir invité. Bon, ça fait plaisir et merci surtout de participer à la troisième nuit de la philosophie à Montréal. Donc, c'est la troisième année qu'on le fait. Deuxième année avec beaucoup comment je dirais, de participants ou de gens, de collaborateurs comme vous, parce que la première année était en 2020, c'était la pandémie, donc ça a été plus difficile. Mais cette année, encore, on a une dizaine de conférences et d'ateliers. Donc, merci de vous être lancé dans l'aventure avec nous pour cette année. Alors, on va commencer la petite entrevue avec d'abord que vous nous parlez de vous. Quel est votre cheminement? Qu'est-ce qui vous a amené à votre activité, votre domaine, en fait, ce que je comprends d'études et à la fois professionnel et artistique, qui est le bio-art. D'abord, je suis très heureuse de participer à la nuit de la philosophie, surtout que, en fait, je ne suis pas véritablement philosophe, mais c'est mon parcours qui m'a amené quand même à rencontrer la philosophie dans certains coins de rue. Et sinon, oui, en fait, je suis initialement scientifique. J'ai un doctorat en biologie végétale. Et c'est, je me suis dirigée vers le bioart, en fait, pour faire de la science d'une façon un peu différente. En fait, c'est même pour aller plus en avant dans ma démarche de recherche scientifique. Parce qu'en fait, il me semble qu'on parle de la science d'une manière un peu trop froide peut-être. Et en fait, on parle juste d'un aspect de la science qu'on a un peu théâtralisé, qu'on a mise en scène, qui a toujours raison, et qui n'est pas tout à fait exact et qui aussi ne prend pas en compte en fait le vrai rapport du public, des gens avec la science. Parce qu'en fait, on subit ou bien on peut aussi bien sûr profiter de beaucoup de techniques scientifiques, de beaucoup de connaissances, mais toutes ces connaissances ont aussi une influence sur nous. Et aussi, il faut qu'on réfléchisse à ça, en fait. C'est principalement euh, pour, pour ça que le bioart est pour moi quelque chose de très important parce que c'est en fait une réflexion sur la biotechnologie. C'est une réflexion scientifique, mais c'est surtout une réflexion sur qu'est-ce que euh, quelle est notre position en tant qu'humain par rapport à nos propres connaissances? En fait, comment on les accepte? Comment on les vit? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement pour nous, en fait? Comme vous l'avez mentionné, le lien, parce qu'en philosophie, de façon traditionnelle, si on pense l'origine où les philosophes classiques étaient à la fois artistes, scientifiques, qu'ingénieurs, étaient à la fois savaient unir tous les plans de l'activité humaine. Donc, vous parlez de la science qui est devenue un peu froide et qui est devenue un peu, qui a toujours raison, un peu technique, et puis donc de retrouver un certain art, je trouve intéressant de retrouver l'art dans la science dans l'art, qu'il y a une connexion entre les deux. Oui, absolument. Une connexion qu'on a un peu perdue. Mm-hmm. Et, mais qui est en fait extrêmement d'actualité parce que
comme on a la possibilité de manipuler l'humain, en fait, c'est ça, il y a beaucoup de champs qui s'ouvrent, mais aussi beaucoup de questionnements. Et c'est pour ça que effectivement, c'est important que la science redevienne un peu ce qu'elle était avant, mais ben, pas totalement bien sûr, mais qui est quand même une réflexion autour de nous et enfin, de nous scientifiques et aussi c'est mais pas dans le sens pas dans le sens de critiquer ou de dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, non, mais plutôt essayer de voir ensemble que euh, ce que la science nous demande en tant qu'humain, en fait. Comment, euh, parce il y a beaucoup de choses qu'on doit comme accepter de la science. Mais est-ce qu'on, pourquoi, dans quelle mesure ça peut, comment dire, comment réfléchir nous-mêmes, en fait, sur ce qu'on est et ce qu'on veut être dans un futur. C'est ça, en fait, d'une certaine manière. Mm-hmm. Donc, d'où la réflexion de ce qu'est l'être humain fondamental pour ne pas dépasser plutôt faire certaines erreurs, tu sais. Oui, ou du moins, au moins, en être conscient et réfléchir dessus. Mm-hmm. Des erreurs, on en fera toujours, c'est certain. Mais, oui. Mais déjà, être conscient de ce qui se passe et savoir d'une certaine manière ce qu'on veut. Est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on ne l'accepte pas? Est-ce qu'on prend le risque ou pas? Mais c'est quand même une décision commune d'une certaine manière. Donc c'est pour ça qu'il est quand même bon, je pense, que tout le monde participe et que la science, en fait, ne se renferme pas d'une certaine manière dans une tour d'ivoire et que on est juste à accepter sans réflexion, en fait. Mm-hmm. Parce que malheureusement, même pour les cellules souches, dans beaucoup de cas, en fait, les réactions ou bien les réflexions viennent un peu trop tard. Après. Après. Des choses qu'on aurait pu peut-être avoir ou voir avant, on le voit après. C'est ça. Parce qu'en fait, je pense une partie du public ou les gens ne te rendent pas. Bien sûr, ils savent, ils ont les informations, mais ils ne se rendent pas compte exactement de ce que ça veut dire. Parce que derrière le jargon scientifique, c'est sûr, il y a des idées, il y a des faits. Mais parfois, c'est un peu difficile de comprendre exactement ce qu'il y a derrière. Mm-hmm. Pour le bio-art, ça consiste en quoi, en fait, pour les gens qui nous écoutent? En fait, c'est une sorte de réflexion visuelle sur la science. Parce que, en fait, il y a des choses qui sont relativement complexes à expliquer mais du moins, comment dire, pas véritablement, parce que le but, c'est pas d'expliquer scientifiquement les choses. Le but, c'est de montrer les problèmes. C'est-à-dire de soulever des questions. Et parfois, on peut visuellement soulever des questions beaucoup plus facilement qu'en expliquant à travers des longs textes. Parce qu'une image vaut 1000 mots, c'est exactement ce que la philosophie du bioart, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on utilise l'art visuel pour expliquer ou pour ouvrir des questions. Par exemple, le plus connu, c'est Eduardo Cat et son lapin fluorescent. Donc, c'est sûr que c'est joli la nuit, le soir, ouais. Mais en fait, son idée, c'était de
faire en sorte que les gens réfléchissent au fait comment on réagit devant un animal qui est un petit, qui est plus tout à fait naturel, si on peut dire, Ouais, ouais. qui est une production humaine, qui est brevetée. Ouais, Et, donc, comment on réagit à tout ça? ouais, Et ouais. en fait, par cette image, donc c'est ça, ça interpelle les gens. Donc, il y a souvent, et le Bior est beaucoup comme ça aussi. Il y a un autre artiste, euh, Martha de Menezes, qui s'est interrogée sur ce qui est naturel, pas naturel. Donc, elle a pris des chrysalides de papillons et avec une petite aiguille, elle a fait des dessins sur les ailes. Et donc, quand les papillons ont éclos, les dessins étaient sur les ailes. Mais Ok. ces dessins sont naturels ou pas? Hmm. Ouais, je comprends. Il y a une intervention. Ouais, Il y a une intervention, mais c'est pas l'artiste qui a fait enfin, elle a fait juste une petite partie. Elle a Mhm. juste piqué. Mais tout le restant, ça a été fait par le papillon. Hmm. Ouais, je comprends. Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs réflexions là, comme ça sur des questions qui sont quand même fondamentales parce que c'est important de savoir ce qui est naturel ou pas naturel. Parce il y a plein de produits qu'on utilise qui sont dits naturels, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Dans Ouais, quelle mesure ils sont naturels? Est-ce qu'un jardin, c'est naturel? ouais, c'est Ah, une on question. peut se poser la question. Donc, c'est ça, quand on dit préserver la nature, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ouais. Aussi, on dit, ben, on fait plein de produits qu'on dit non naturels, mais en même temps, nous, comme êtres humains, on est un produit de la nature. Donc, qu'est-ce qui sort de nous? Est-ce que c'est naturel? C'est Exactement. bon, une bonne réflexion. Une des questions que je trouvais intéressante, ben, on s'était déjà parlé, il y avait euh, en lien avec au niveau biologique, c'est sûr qu'il y a des questions, qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce qui participe de la conscience, en lien avec ça, par exemple, le corps humain, on parlait, ben, la frontière devient floue quand on regarde tranquillement qu'est-ce que le corps humain, qu'est-ce qui nous appartient, parce qu'on sait qu'une bonne partie de la masse du corps, ce sont des bactéries qui ne sont pas de... Lorsqu'on va observer différemment, on observe en profondeur, on voit que les limites du corps humain deviennent floues dans le sens où il y a plein de bactéries qui habitent sur le corps, dans l'intestin. On sait qu'il y a beaucoup de une bonne partie du corps humain qui n'est pas du corps comme tel, donc, et même participe, il y a une symbiose entre les deux. Si on est malade, ben, même les bactéries sont différentes sur la peau et dans l'estomac, ben, pas l'estomac, mais tout le système digestif. Donc, même l'air qu'on respire, elle est, comment je dirais, elle fait partie de nous, mais c'est pas vraiment nous. Donc, il y a comme une interaction avec le milieu. Donc, qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que le corps humain? On voit qu'on est plus une espèce de... euh, je dirais la frontière est floue. Ben, c'est une réflexion que j'avais suite à nos discussions. Donc, je me demandais, euh, je faisais le lien avec la conscience, c'est-à-dire, est-ce qu'elle appartient du cerveau? Est-ce qu'elle est aussi en dehors? Est-ce qu'elle est où est la conscience? Donc, ça amène beaucoup de questions, tout ça, si je veux en venir. Et de plus, même, en fait, euh, nos humeurs, elles sont en partie régulées par des bactéries. Et effectivement, comme vous dites, il y a la limite entre l'humain et le non-humain est en réalité très floue. Hmm. Parce que, en fait, la plupart, la grande majorité, je crois qu'il y a 10 fois plus d'informations génétiques dans nos bactéries que dans nos cellules humaines. Mhm. Donc, en fait, c'est sûr qu'on est complètement, en fait, on n'est pas exactement humain, on n'est Ouais, pas tout à fait bactérien, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que, en fait, comment, comment tous ces organismes, en fait, qui sont différents, comment on arrive à tous travailler ensemble. ouais. Qu'est-ce Et qui... c'est ça, qu'est-ce qui fait que... Et apparemment, il n'y a pas de...
c'est pas comme dans la théorie darwinienne de l'évolution où il y a un meilleur. Il n'y a pas de meilleur. En fait, c'est plutôt une organisation plus ou moins démocratique où tout le monde, finalement, va essayer de tirer son épingle du jeu au mieux, sans léser les autres ou au minimum. Et donc, oui, c'est... On pourrait dire qu'il y a presque plus que ça fait penser à une chose que j'avais lue, c'est que dans la nature, finalement, on se rend compte qu'on a longtemps été avec la mentalité de compétition, tout lutte pour la survie, mais en fait, on se rend compte que non, il y a plus de collaboration, de coopération que de réelle compétition. Il y en a, tu sais, à certains moments, mais c'est plus collaboration, parce que si un prend le dessus, l'autre meurt, donc les deux vont mourir au bout de la ligne. Donc ça marche pas. exactement, exactement. Et là, surtout sur les études sur l'immunologie, c'est ce qu'elles montrent. En fait, il n'y a, y a, y a pas de bonnes bactéries. Les streptococcus, ils peuvent être aussi bien dangereux pour nous, mais d'un autre côté, ils sont indispensables. On en a tous sur la peau et ils permettent de contrôler les inflammations, etc. Donc, en fait, il n'y a rien qui soit bon ou mauvais. C'est juste une question de communication. Quelle est cette voie étrange? En fait, on arrive à se parler, mais nous, on est complètement inconscient. On est complètement, comment dire, rejeté. On est complètement à l'extérieur de ces conversations qui nous concernent, parce que c'est quand même notre santé. Mais c'est uniquement entre bactéries, entre cellules. Et nous, en fait, on a l'impression qu'on peut faire quelque chose parce qu'on se considère toujours comme, en fait, l'être agissant. Et en fait, c'est pas nous qui agissons. C'est assez Oui, il y a comme une partie. paradoxal. Oui. Il y a comme une partie, c'est ça, ben, comment je dirais, qui dépend pas de nous, mais il y a une partie qui dépend. C'est ça. Qu'est-ce qui dépend de nous et ça revient à, ça peut penser aux anciens philosophes stoïciens qui nous disaient les choses dépendent de nous et certaines ne dépendent pas de nous. Donc, de se concentrer sur ce qui dépend de nous. En même temps, une symbiose avec, si on arrive au moins à diriger notre mental sur des choses qu'on peut diriger, il va y avoir Ou du moins accepter aussi qu'en fait, il faut prendre en compte toutes les parties, en fait. Pas juste, par exemple, la partie humaine en considérant qu'on est tous identiques. Voir aussi que, en fait, si on commence à détruire une partie de nos micro-organismes, de notre microbiote pour X raisons, ça va nous affecter. Même si, en fait, mais même s'il y a des études scientifiques qui disent que directement, ça n'affecte pas les cellules humaines, par exemple, c'est pas, mettons, un produit quelconque. Si ça en fait, entraîne une réaction extrêmement négative de notre micro-organisme, de nos micro-organismes, c'est nous qui allons, en fait, au bout du compte, en pâtir. Bien sûr, nos micro-organismes. Et c'est tout un raisonnement parce que, sur la médecine. Parce que la médecine, en fait, ça soigne uniquement la partie totalement humaine. Soigne vraiment à partir des essais sur des cellules humaines, des cellules ADN humain. Mais en fait, on n'est pas juste des cellules à ADN humain. C'est le problème. Et donc, et c'est aussi, c'est ça, d'une certaine manière, une sorte de philosophie de la vie aussi, parce que c'est ça, on a l'impression qu'on peut agir, qu'on agit, qu'on peut, mais on élimine le reste, on élimine les autres éléments parce qu'on ne les voit pas, parce que on ne les connaît pas. Alors du coup, on essaye de tuer. Mais peut-être que c'est pas forcément la meilleure stratégie. Ça a l'air bien intéressant.
Je vais vous laisser le mot de la fin de l'entrevue et puis peut-être inviter les gens à venir. Donc, Bah, le mot de la fin, c'est qu'en fait, on est des bactères humains. On est de moitié bactéries, moitié humains. Il faut arriver à accepter notre situation. Mais d'un autre côté, on a quand même survécu depuis des milliers d'années comme ça. Et donc, c'est aussi ce qui est vraiment captivant, c'est que nous, maintenant, notre époque, avec toutes les analyses génétiques qu'on peut faire, le séquençage, en fait, on commence à se connaître nous-mêmes. Et le tout, c'est qu'on ne se perde pas avant de se retrouver. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon entrevue et puis on pourra, on invite le public à venir. C'est le 18 novembre à 19h. Ce sera une activité en ligne. Donc, il n'y a pas de limite de place. On peut être 200, ça va aller. Donc, on invite le public et à nous visiter soit sur le site web qui sera affiché à la fin ou dans la description. Et pour réserver une place, pour recevoir le lien pour l'activité en ligne. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté encore une fois et puis au plaisir de se revoir et de se reparler. Merci beaucoup à vous. C'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir partager mon enthousiasme. On le sent bien. On sent bien que vous aimez ce que vous faites. Donc, c'est bien. Donc, merci beaucoup.